Archipel à l'écoute des territoires, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vivent le changement climatique et participent à l'adaptation des territoires. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'adapter ? Je sais pas moi, franchement. Je pense qu'on est mal barré. Franchement, je sais pas moi. Je crois qu'on peut agir, alors il faut y croire. Caler tout ça, je pense que ça n'existera plus. Vous voulez que je vous dise ? La nature, elle reprend ses drôles. Voilà. Il faut aller très très vite maintenant parce qu'il y a urgence. Et on ne sait pas par où commencer. Je crois qu'il faut qu'on accepte de changer de paradigme. On n'est plus à l'heure d'en parler, il faut se prendre en main et faire des actions. À quoi pourrait ressembler votre commune avec quelques degrés de plus ? Difficile à imaginer. On a voulu en savoir plus sur la façon dont les territoires ressentent et intègrent ces changements. C'est pourquoi ce podcast donne la parole à des habitants de tous âges et de tous horizons au sujet de l'adaptation afin de comprendre leurs espoirs, leurs peurs et comment ils vivent ces changements présents et à venir. Embarquez avec nous, destination Archipel. Un podcast du CERD réalisé par Alaphonie. Pour le premier épisode d'Archipel à l'écoute des territoires, nous partons à la rencontre du Pays d'Opale, dans le département du Pas-de-Calais, où nous avons mené notre enquête radiosensible d'octobre 2023 à avril 2024. Mais alors, c'est comment le Pays d'Opale ? Qu'est-ce qu'il a de particulier ce territoire ? On a demandé aux habitants, c'est quoi pour vous le Pays d'Opale ? Qu'est-ce qui vous y attache ? Alors pour moi, c'est la nature et les chemins de randonnée et aussi la mer et les grandes plages de sable. La mer avec les vagues, avec cette force de l'eau, avec cette puissance et ce mystère. J'aime bien un peu la nature, tout ça. Surtout la grande forêt, les cabanes, tout ça. J'aime bien. Je suis très attaché à la beauté des lieux, à leur intégration avec leur environnement à la fois passé et actuel. À la nature, le lac d'Arbre, tout ça, c'est bien. Eh bien, les arbres, les oiseaux, La plage, le bord de mer, la falaise, mais aussi les paysages de forêt, la diversité en fait de ces paysages qui me permettent de respirer. En effet, le territoire du Pays d'Opale, qui compte 25 600 habitants répartis dans 23 communes, dont Ardres, Guînes, Lic, se trouve à proximité immédiate de la mer, environ 6 à 10 km à vol d'oiseau. C'est l'agglomération de Calais qui sépare le Pays d'Opale de la mer, et cette dernière a une influence très importante sur ce territoire. Car une partie du Pays d'Opale se situe sous son niveau et a été gagnée sur la mer, asséchée. On parle de polder. Enfin, asséchée, c'est un bien grand mot. Car l'eau est très présente et joue un rôle central sur ce territoire anthropisé. Et ça, la nature a bien su nous le rappeler, car pendant notre enquête radiosensible, des événements climatiques exceptionnels ont touché le Pays d'Opale et mené à une véritable prise de conscience des enjeux liés à l'eau et au changement climatique sur ce territoire. Mais nous y reviendrons. Entendons d'abord notre panel d'expertes du Pays d'Opale nous renseigner sur son histoire, sa géographie et ses enjeux. Moi, c'est Frédéric Barbet, je suis adjointe au directeur, donc Philippe Parent, de l'institution intercommunale des Watringues, qui a été créée en 1977 pour travailler sur l'évacuation des eaux à la mer. J'ai ramené des petites cartes pour vous permettre de vous expliquer un certain nombre de choses au préalable. Alors, il faut savoir qu'au départ, avant le 7e siècle, le territoire était celui que vous voyez ici sur la carte. Saint-Omer est là. Donc en fait, on avait la mer qui rentrait jusqu'à Saint-Omer. Ce territoire-là, il a été conquis
à l'époque carolingienne, où on a commencé à avoir des petits villages qui se créaient. Les abbayes et les Morins donc, sont les premiers à avoir habité ici. Au fur et à mesure, la mer a été asséchée de ce côté-là et a permis de créer Saint-Omer, le Marais Audomarois, en créant un système de canaux qui ensuite a été redistribué en abbaye avec à charge d'une abbaye de travailler sur les water rings, les anneaux d'eau. Et donc en fait ces water rings, c'est ce qui définit à peu près aujourd'hui ce qu'on appelle les sections de watering. Et c'est ces fonctionnements comme ça par patch en casier qui ont permis de créer le système de watering et de watergang que vous connaissez aujourd'hui, avec la création en 1977 des ouvrages d'évacuation à la mer. C'est quand même assez fou d'imaginer la mer à Saint-Omer, alors que la ville se trouve aujourd'hui à près de 30 km du rivage. Mais attention, le pays d'Opale, ce n'est pas qu'un polder uniformément plat. Il y a aussi des points hauts. Tout ce découpage que vous voyez par ici, il est essentiellement constitué de coteaux. Donc c'est des pentes très fortes qui descendent d'un seul coup. C'est caractéristique de la région par ici au niveau géologique. Et donc on a des pentes très fortes qui descendent vers le polder, qui amènent énormément d'eau par ruissellement quand il pleut beaucoup. Et donc toute cette eau, elle arrive en bas et on a l'effet un peu baignoire du polder qui fait qu'il récupère l'accumulation d'eau. Et comme le niveau est inférieur au niveau de la mer, il faut récupérer cette eau par pompage pour réussir à la renvoyer à la mer. Donc les ouvrages que vous avez notamment sur Gravelines, sur Calais et sur Dunkerque fonctionnent en deux modes. Il y a un mode qu'on appelle le mode gravitaire. C'est là où on ouvre les portes et on laisse l'eau s'écouler vers la mer. Ça c'est possible quand on est à marée descendante jusque basse mer. Et quand on est à pleine mer, on ferme ces portes et c'est les pompes qui prennent le relais pour rejeter justement l'eau qui arrive de l'amont de tous ces canaux vers la mer. Ça fait plus d'environ 3978,6 générations qu'ils ne font que ça, pomper. Alors vous pensez, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont s'arrêter. Il paraît difficile aujourd'hui de se passer du pompage en pays d'Opale. D'autant plus que le territoire a perdu une partie de ses capacités à absorber l'eau de lui-même. En cause notamment l'artificialisation des sols. Avant, c'était pas un problème, on avait les canaux, on avait les systèmes, ça fonctionnait, ça débordait pas plus que ça, ou alors on était habitué aussi à certains débordements, mais aujourd'hui, quand vous regardez l'imperméabilisation des sols et l'urbanisation, alors quand je dis urbanisation, c'est les villes, mais c'est aussi les zones d'activité commerciale, les zones industrielles, etc. Enfin, c'est tout, du moment qu'on bétonne le terrain, c'est de ça que je parle quand je parle d'imperméabilisation. Entre ce que vous pouvez observer comme carte il y a 40 ans et celle d'aujourd'hui, il y a quand même une très grosse différence. Et donc on peut pas considérer que le système aujourd'hui est encore dimensionné pour ça en fait, alors qu'il a été dimensionné à une époque où on était sur une urbanisation complètement différente. Il n'y a pas que le bâti qui agit sur la perméabilité des sols. L'agriculture très développée sur ce territoire a aussi un impact. Et les pratiques agricoles ont beaucoup évolué en 50 ans. Elisabeth Fro, responsable environnement à la communauté de communes, nous en dit un peu plus. Alors là, pareil, c'est sur le parcellaire agricole. On se rend compte qu'actuellement, entre 1965 et puis aujourd'hui, voilà, on a des parcelles qui se sont beaucoup plus grandes, beaucoup moins fractionnées sur le territoire. Et forcément, ça impacte le système, ça impacte l'hydrologie et la réponse que l'on va avoir sur les inondations. On a donc le risque d'inondation, mais est-ce la seule vulnérabilité du territoire ? On a demandé à nos expertes de nous résumer quelles sont, selon elles, les autres vulnérabilités du territoire liées à l'eau et au changement climatique. Les vulnérabilités, très clairement, vulnérabilité aux inondations, coulées de boue, débordement de cours d'eau et remontée de nappe. Remontée de nappe, c'est peut-être un petit peu moins évident pour les habitants, mais ça existe bel et bien. Il y a aussi une belle problématique relative à la sécheresse. Et puis, ce qui en découle aussi, donc retrait-gonflement des argiles. On a un territoire particulièrement sensible à ces enjeux-là, avec, on se rend compte de routes ou de maisons qui, pour certaines maisons ancestrales, et qui commencent à présenter des fissures à cause du retrait-gonflement des argiles.
On a un sous-sol qui est aussi très argileux. Christelle Alexandre, directrice du syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Boulonnais. Donc les liaisons entre la nappe et la surface ne se font pas forcément facilement. Ce qui fait qu'on est à la fois soumis à un risque d'inondation fort et à un risque de sécheresse tout aussi fort en fait. Et c'est vrai que c'est pratiquement les mêmes arguments qu'on te met en avant pour dire pourquoi on a beaucoup d'inondations et pourquoi on a beaucoup de sécheresse. Ce qu'on observe, c'est ce qu'on observe un peu partout en France. Émilie Lacour, chargée de mission agriculture durable au parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. C'est tout ce qui est épisode climatique intense, donc à la fois des grosses sécheresses qui peuvent arriver au printemps ou à l'été, donc qui vont impacter tout ce qui est culture, y compris arboriculture. Voilà, ça va vraiment impacter ce qu'on attend de la production agricole, et ça impacte aussi les prairies, parce que nous on est dans un territoire d'élevage. Voilà, donc c'est comment faire avec ces épisodes climatiques assez intenses. Et les habitants, qu'est-ce qu'ils perçoivent du changement climatique et des vulnérabilités de leur territoire ? Forcément, les inondations récentes, ça peut y faire penser, mais je ne sais pas exactement vraiment si c'est lié au réchauffement climatique, mais je me doute en tout cas qu'il y a déjà des effets présents. Ça peut quand même être angoissant aussi, c'est surtout cela. Donc de l'angoisse, et puis on se demande surtout comment ça se déroulera plus pour les générations à venir. Oui, effectivement, le changement climatique, je dirais qu'on le ressent essentiellement à travers l'amplitude des phénomènes. Des petites choses près de chez moi que je remarque et que je repère depuis un petit bout de temps. C'est pas super le réchauffement climatique, et il fait plus chaud qu'avant. Et la nature, elle aime pas tout ça. Évidemment depuis déjà quelques années, et puis là on a l'impression que tout ça s'intensifie. On est ici sur un territoire qui a été frappé par les inondations. Il est encore tombé 1 mois de pluie en seulement 24 heures. Des champs gorgés d'eau et un canal de Guînes tout près de déborder. Les habitants n'en peuvent plus. Pour les habitants déjà inondés en novembre, c'est un scénario cauchemar qui semble se répéter. Des évacuations d'urgence ont encore eu lieu. Des bourrasques, une pluie diluvienne. De l'eau partout. 10 000 habitants sont privés d'eau potable. La Ha, la Liane et la Canche ont atteint des niveaux records. Et malgré un début de décrue, certains secteurs sont encore sous les eaux. Pas d'amélioration, par exemple, au marais de Guînes, dans le Calaisis. Le marais de Guînes, justement, on y est allé. Et on a passé un petit moment à la salle des fêtes de la commune, qui servait alors de refuge aussi bien aux secouristes qu'aux secourus. La ville est à disposition tout ce qui est repas chaud pour leur offrir un repas. La dynamisme au niveau de la mairie est là. Les personnes sont accueillies, mis à table. On leur sert un repas s'ils souhaitent un repas chaud. Oui, on fait partie d'une association, donc la réserve citoyenne, et on achète tout le matériel, et on a fait 9 communes, on s'est retrouvés ici et on travaille ensemble, voilà. En ce moment, oui, évacuer, on ne peut pas pomper, parce que c'est bourré d'eau, donc on met les gens en sécurité, on leur apporte de la nourriture, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de quartiers où il n'y a pas d'électricité, quoi. Donc c'est vraiment une moi j'ai connu ça, mais là, comme ça, jamais. Pourtant, j'ai 38 ans de sapeur-pompier. Et je peux vous dire que là, c'est vraiment une catastrophe. Et les gens sont d'un courage, mais exemplaire. Mais voilà, je dis, les gens nous ont aidés, nous ont réconfortés, parce qu'on est fatigués aussi, hein, comme tout le monde ici. Mais la solidarité du Nord, elle est incroyable, incroyable. Franchement, les gens du Nord, je les admire. Puis on est allé rendre visite à Ludwig. On était avec lui pour tenter de faire le bilan des dégâts. Alors Ludwig Zonquin, président du refuge Parc pédagogique nature du Marais au Marais de Guînes.
On récupère tout type d'animaux, qu'ils soient abandonnés, trouvés ou saisis, qu'on récupère, qu'on soigne et qu'on replace dans des familles d'accueil quand on peut le faire. Avec les inondations, on a eu de l'eau qui est montée dans le parc jusqu'au niveau de la cuisse à peu près. On a eu un peu de perte sur les animaux, malheureusement on a perdu une petite dizaine d'animaux. Sur les 150, les plus de 150, on a perdu une petite dizaine. On a minimum pour 50 000 euros, quoi, pour déjà nettoyer, débarrasser, réparer, etc. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on a pas mal de solidarité qui gravite autour de nous, que ce soit autour de la commune, de la CCPO, des particuliers, de petits artisans qui sont dans le secteur, qui essayent de nous aider, donc financièrement. On a une association aussi internationale qui nous a envoyé deux abris pour pouvoir abriter nos animaux. Et une fois que la phase nettoyage aura été faite, on va commencer à faire les réparations et à remplacer ce qui a remplacé, quoi. Face à ce genre d'événement, que l'on soit acteur, élu ou citoyen, tout le monde est touché à sa manière. Nous avons rassemblé ici les différentes réactions de ces habitants et habitantes. Donc aujourd'hui, nous, ça fait 3 semaines là qu'on est... Frédéric Barbet, directrice adjointe de l'institution intercommunale des Wateringues. On est au maximum avec les équipes de l'institution des Wateringues et avec les exploitants qui travaillent pour nous. Ça pompe jour et nuit. Les systèmes peuvent parfois avoir certaines défaillances, mais le personnel est sur place et les problèmes, les avaries sont résolus en très peu de temps pour conserver justement cet intérêt public de pouvoir évacuer l'eau le plus rapidement possible à la mer et éviter que les habitants soient inondés. Après, nous, on est comme tout le monde, on est touchés par ça, on a nos familles, nos amis, parfois nos propres maisons aussi qui sont concernées puisqu'on vit aussi sur le territoire. Et ça nous fait aussi beaucoup de peine de voir qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu quasiment tout avec une eau qui ne redescend pas. Donc on est obligé aussi de garder le cap parce que on doit le faire. C'est notre travail en fait. C'est notre travail. Et les équipes font un gros boulot là depuis 3 semaines, week-end inclus. On les remercie vraiment parce que ce soit eux en interne ou les exploitants en externe, sans eux ça fonctionnerait pas en fait. Il faut courir partout, il faut être dans tous les coins. Brigitte Havard, maire de Licques, chargée du développement et des forces économiques à la communauté de communes Pays d'Opale. Et on est appelé vite, il y a de l'eau là, vite, il faut venir ici. C'est des moments très difficiles pour un maire. Alors, face à l'eau, parce que nous l'avons vécu il y a 1 mois... Une habitante sur le marché. Nous étions dans la maison en train d'aider des personnes justement quand l'eau arrivait. On a quand même l'impression qu'on est impuissant parce que ça arrive et puis le niveau monte et on ne peut rien faire. Donc nous, à notre niveau, on est totalement impuissant. Donc après, en effet, il faut que ce soit de la grosse machine qui se mette en route et en place. Mais quand vous êtes sur le fait accompli et que vous êtes là les pieds dans l'eau et que vous voyez le niveau qui monte, vous avez vraiment l'impression d'être impuissant. Et là, cette année, les inondations, c'est la première fois. Moi, j'ai 45 ans, c'est la première fois de ma vie que je les vois autant ici, que j'en vois des comme ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes de pompe sur le Calaisis pour évacuer l'eau? À voir, mettre plus de pompes. Ils avaient installé un système compliqué de tuyaux pour pomper l'eau de la planète et la mettre à sec. Le principal objet justement problématique du polder, c'est que si on laisse les vannes ouvertes, l'eau de mer rentre dans les terres. Frédéric Barbet, directrice adjointe de l'institution intercommunale des Wateringues. Donc aujourd'hui, avec le changement climatique, on a des événements qui vont être plus forts, plus intenses, plus fréquents. Et on a aussi l'impact sur l'élévation du niveau de la mer. Ça veut dire que quand on va avoir une élévation du niveau de la mer,
votre marée basse, elle va être moins basse. Et le différentiel entre votre marée haute et votre marée basse, il va être moins important. Ça veut dire que les ouvertures de portes risquent d'être moins faciles et moins efficaces. Ce qui veut dire qu'obligatoirement, on va devoir reprendre le sujet des pompages pour venir contrecarrer ces effets-là. Sauf qu'aujourd'hui, le pompage, il faut savoir qu'une institution comme la nôtre ne bénéficie pas des tarifs dégressifs qui avaient été envisagés par la hausse tarifaire de l'électricité. Pour le mois de janvier, légèrement glissant sur février 2023, la facture était l'équivalent de l'année complète 2021. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec des chiffres faramineux pour le pompage. C'est pour ça qu'on ne peut pas considérer que cette solution d'évacuation à la mer en augmentant les pompages qui suffira en fait pour éviter les problématiques d'inondation en amont. C'est une prise de conscience qui est un peu raide et violente, mais elle se fait. Parce qu'aujourd'hui, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on parle du changement climatique, donc c'est des choses qui reviennent assez régulièrement. Mais la question des crises, comme on peut les vivre ici avec les inondations ou d'autres phénomènes météorologiques qui peuvent se vivre ailleurs dans le monde, la sécheresse c'est pareil, il y a 3 mois on manquait d'eau. Aujourd'hui on en a trop. Et je pense que malheureusement les gens prennent conscience, et les élus aussi. On constate bien qu'on est dans l'impasse aujourd'hui si on continue de vivre sans laisser la place à l'eau là où elle était avant en fait. Il faut aussi permettre au milieu aquatique, pour qu'il se fonctionne bien, il faut lui laisser davantage de liberté en fait, qu'il puisse fonctionner aussi naturellement. Et non pas d'essayer de le restreindre en fait. Ce qui est souvent fait, c'est qu'on oublie qu'un cours d'eau, en fait, il y a un lit mineur et un lit majeur, et que c'est normal que de temps en temps il sorte. Ce que moi je constate, c'est que l'eau, elle est souvent considérée comme la contrainte. Notamment réglementaire, ah oui, il faut gérer les eaux, il faut faire un bassin, etc. Alors que si on l'apprend dès le départ, on peut valoriser l'eau. Il semble donc que le pompage, qui vient à l'esprit tout de suite quand on pense aux inondations, fait de toute évidence partie de l'équation, mais reste une variable limitée. Alors que faire? Quel curseur pousser? Pas facile de s'y retrouver. En plus, il faut dire que la gestion des eaux en Pays d'Opale est répartie entre une multitude d'acteurs, ce qui ne favorise pas la compréhension des enjeux liés à l'eau et le dialogue avec les citoyens. L'institution intercommunale des Watringues gère l'évacuation des eaux à la mer. Il gère aussi l'entretien des canaux, mais c'est assez récent. Si vous voulez, c'est un peu l'équivalent des contrats État-région. Qui rentrent complètement dans le dispositif. Comment la GEMAPI est financée? Quand on parle de GEMAPI, souvent on voit cet outil mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Elles ont quand même mis de l'énergie pour qu'on comprenne bien. On va donc vous résumer rapidement comment fonctionne la gestion des eaux en Pays d'Opale. La GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, regroupe des compétences variées liées à la gestion de l'eau. Elles reviennent à la communauté de communes qui ne fait pas tout toute seule et redistribue une partie de ses compétences à d'autres institutions. L'institution intercommunale des Watringues, les sections des Watringues, les syndicats mixtes de gestion des eaux, au nombre de 3 sur la CCPO. Ces compétences sont orientées et objectivées dans des schémas d'aménagement ou des programmes d'action et de prévention, comme le SAGE ou le PAPI, et se déploient à l'échelle des bassins versants. Vous suivez? Les inondations sont sur le devant de la scène, mais nous l'avons compris, ce ne sont pas les seuls risques liés au changement climatique sur ce territoire. La sécheresse, le gonflement et le retrait des argiles, l'érosion des littoraux, la montée des eaux sont autant de risques à prendre en compte. En plus, les activités humaines ont un impact considérable sur la qualité de l'eau, la dégradation des sols, la diminution de la biodiversité, et cela peut venir aggraver les effets du changement climatique. Alors face à la gravité et la complexité des enjeux, comment faire? Existe-t-il des solutions pour s'adapter? Et comment les mettre en œuvre concrètement? Chez les Shadok, c'est la panique. Leur planète est en train de changer de forme. Quand on vous disait que les vrais embêtements allaient commencer, vous vous rendez bien compte que ce n'était pas uniquement une façon de parler. On est tous en train d'en parler à un coin de table. Et là, maintenant, on n'est plus à l'heure d'en parler. Il faut se prendre en main et faire des actions.
sais pas si vraiment on peut protéger son territoire. En tout cas, c'est déjà s'adapter. Je pense que l'être humain sait s'adapter, mais il va toujours attendre le dernier moment. Je crois qu'il faut qu'on accepte de changer de paradigme. Est-ce qu'on ne peut pas revenir sur des concepts beaucoup plus simples ? Donc je pense qu'il faut redessiner justement l'urbanisme, c'est hyper important. Sans compter que forcément nous aussi on doit faire des efforts sur notre quotidien, notre façon d'utiliser notre territoire. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Les territoires climatiques vont devenir plus grands que les territoires politiques, à mon avis. Donc il va falloir revoir ces échelles de décision et ces échelles de raisonnement. Puis se dire on est de Calais, on est de Boulogne, on est de Dunkerque, on est de Guînes, on est de... Mais qu'on fasse tomber les clochers pour que, pareil, on travaille pour le bien commun. Justement, on a été demandé à celles qui travaillent déjà pour le bien commun ce qu'il était possible de faire ou ce qui se fait déjà pour s'adapter en termes d'aménagement du territoire et de solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc, l'idée principale aujourd'hui sur laquelle on travaille aussi... Frédérique Barbet, directrice adjointe de l'Institution intercommunale des Waterringues. Au niveau de l'aménagement du territoire, il va falloir réfléchir à retenir l'eau au maximum en amont, c'est-à-dire la retenir pour éviter qu'elle ruisselle et éviter qu'elle coule très vite jusqu'en bas, pour qu'on ait moins d'eau qui arrive ici en même temps dans le fond du polder et qu'on a du mal justement à renvoyer sur des événements exceptionnels comme celui-là. La retenue des eaux sur les coteaux, elle peut se faire de différentes manières. Sur l'aménagement du territoire, vous pouvez contraindre entre guillemets un certain nombre de prescriptions pour la construction, c'est-à-dire que vous pouvez demander à avoir des voiries qui soient désimperméabilisées ou en tout cas drainantes. Vous pouvez demander à végétaliser un maximum justement les villes avec des solutions fondées sur la nature pour réussir à retenir l'eau. Et puis on va travailler aussi sur l'aspect renaturation aussi des zones humides, les fossés, les haies, tout ce qui peut retenir au maximum l'eau en amont. Donc il y a ça, il y a réaliser aussi, on a la possibilité de réaliser ce qu'on appelle des bassins d'expansion de crues. Donc c'est des volumes qui sont assez conséquents et qui permettent de retenir l'eau pendant une période temporaire avant de la rejeter au fil de l'eau quand la période se calme un peu. Alors certains diront peut-être que oui, mais vu la quantité d'eau, est-ce qu'on sera capable de retenir cette eau-là sur le coteau avec voilà, des petites touches par-ci, par-là ? Il faut au moins essayer et puis de toute façon, ce sera en le faisant partout de manière systématique qu'on va augmenter ce nombre de petites touches qui font que l'effet cumulé sera important. Et donc cette solidarité amont-aval, elle se construit au travers de politiques comme le SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou des politiques comme le PAPI, programme d'aménagement et de prévention des inondations, que nous avons aujourd'hui en charge. Et ça nous permet de mettre autour de la table l'ensemble des élus du territoire, puisqu'il est cohérent avec notre propre territoire. Et ça nous permet de pouvoir discuter pour expliquer justement de cette problématique de l'amont et de l'aval, pour essayer de faire comprendre voilà, que le travail il va commencer par là, et c'est forcément par là qu'on arrivera à certaines choses, parce que la solidarité, elle se construit sur la totalité du territoire et pas juste sur l'aval. Les collectivités sont déjà à la tâche et collaborent étroitement à différentes échelles territoriales. Mais est-ce suffisant ? Et puis, on se doute que la bonne volonté des pouvoirs publics ne peut donner des résultats qu'avec l'assentiment et la coopération des acteurs du territoire, et notamment des agriculteurs, acteurs clés. Émilie Lacour, responsable de la mission Agriculture durable au Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, nous a expliqué les projets qu'elle porte en coopération avec les agriculteurs autour des pratiques d'agroécologie. Et la posture du PNR est intéressante. Faire avec les agriculteurs, partir de leurs connaissances et de leur savoir-faire en gardant toujours en tête l'enjeu économique, nerf de la guerre. Les agriculteurs sont souvent des personnes qui sont très très observateurs de la nature, de ce qui les environne, et ils ont déjà énormément de solutions en leurs mains, quoi. Ils ont déjà énormément de connaissances sur le fonctionnement de leur milieu naturel, etc. Donc l'idée c'est de les amener à s'appuyer sur leurs propres connaissances aussi.
elle nous a parlé du programme transfrontalier Transae que coporte le PNR. L'idée du programme, c'était de développer tout ce qui est pratique agroécologique sur les fermes, en partant du constat que chacun des partenaires travaillait avec des agriculteurs qui étaient assez pionniers en agroécologie, mais relativement peu nombreux et qui étaient vraiment en recherche d'aller plus loin et d'être accompagnés pour aller plus loin. Donc l'idée, c'était de mettre en réseau ces agriculteurs, de connaître leurs pratiques, produire un peu des références techniques et puis créer des réseaux d'échange de pratiques, pouvoir aussi partager ces connaissances locales à d'autres agriculteurs du territoire. Et les pratiques agroécologiques alors, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, parlons du rôle central des arbres, des haies et des prairies dans la résilience écologique du territoire. Donc la première entrée pour nous, c'est une entrée biodiversité, c'est aussi une entrée paysagère, parce qu'il y a quand même un paysage de bocage qui est remarquable sur le territoire du parc, avec aujourd'hui un plan de paysage du bocage boulonnais. C'est les premières raisons pour lesquelles, au niveau du parc, on a accompagné la plantation d'arbres. Et maintenant, on met aussi en avant tout ce qui est préservation des sols, donc pour limiter tout ce qui est érosion des sols par la pluie. Là, les inondations, enfin en tout cas les grosses pluies qu'on a pu connaître ces derniers temps, nous montrent bien que là où il y a un bocage, en tout cas un mixte de plantation d'arbres et de cultures qui restent plusieurs années, comme les prairies, ça va limiter tout ce qui est érosion des sols. Et après, comme on est aussi un territoire d'élevage, c'est aussi les raisons pour lesquelles les agriculteurs plantent, c'est aussi pour le bien-être animal, puisque ça protège du vent, mais ça protège aussi des fortes chaleurs l'été. Et c'est aussi bénéfique pour les cultures. Plus on accueille une biodiversité diversifiée, puis aussi on va accueillir ce qu'on appelle les auxiliaires de culture. Les auxiliaires de culture, en gros, c'est la biodiversité qui va aider les cultures en consommant les ravageurs des cultures. Ça va, vous suivez ? C'est fou comme une solution aussi simple que planter des arbres, des haies et des prairies peut agir sur de si nombreux paramètres et améliorer la résilience globale d'un territoire. Il suffit donc de s'appuyer sur des solutions issues de la nature pour sauver le monde. C'était Archipel à l'écoute des territoires, le podcast qui propose des solutions simples à des problèmes trop compliqués. Évidemment, c'est pas si simple. On parle ici de pratiques qui font tout juste leur apparition sur le territoire. Ça bouge, mais on en est encore à l'expérimentation. C'est des pratiques qui sont très techniques, en fait. Il y a vraiment tout un apprentissage et c'est des pratiques qui sont très techniques et même nous, en tant que conseillers ou les centres de recherche, n'ont pas non plus toutes les solutions. Donc, c'est vraiment en travaillant ensemble qu'on mène cette réflexion, quoi. Mais c'est vrai que c'est un effort à faire de toutes les parties, de changer son mode de réflexion et sa posture, quoi. Enfin, on a été interroger les agriculteurs avec qui on travaillait pour connaître un peu qu'est-ce qui a fait dans leur parcours qu'ils ont fait tel ou tel choix. Et donc ça nous a permis aussi de comprendre quels sont les moteurs des choix de pratique ou des changements de pratique. Et ça nous a aussi permis de comprendre que en fait c'est un métier où on est en perpétuelle réflexion et évolution. Donc de fait, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui sont déjà en changement. Sur tout ce qui est agriculture de conservation, on estime qu'il faut, 3 ou 5 ans avant d'observer vraiment des résultats. Donc, il faut quand même être solide pour pouvoir assumer cette transition, quoi. La base, c'est quand même aussi de vivre de son métier, hein. Donc, parfois, nous, on rencontre des agriculteurs aussi qui vont nous dire moi, ça m'intéresse, mais tant que j'ai tel ou tel niveau d'endettement, je peux pas prendre le risque de changer, en fait. L'agriculture n'échappe pas à la règle. Comment expérimenter, innover et faire évoluer ses pratiques tout en maintenant à flot son modèle économique ? Il semble qu'Émilie a quelques pistes à nous proposer. Le volet économique, ça fait partie des leviers très importants pour accompagner le changement de pratique. Là, par exemple, sur une partie de la CCPO sur la commune d'Alembon, on a un dispositif de paiement pour service environnemental et en fonction de la note qu'ils ont sur chaque critère, ils sont payés pour les services qu'ils ont rendus à l'environnement. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment une reconnaissance de l'intérêt pour la collectivité de ces pratiques-là. Puisqu'Émilie Lacour lance le sujet sensible, parlons-en des moyens financiers et humains alloués à l'adaptation.
Et là, pour les collectivités, on sait très bien qu'il n'y a plus de bénévolat, quoi. Bruno Demilly, maire de Campagne-les-Guines, vice-président environnement à la communauté de communes Pays d'Opale. Pour certaines choses, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. On va mettre des bandes enherbées, des fascines, tout ça. Il y a des financements, il y a l'agriculteur qui perd un peu de terrain, il faudra le financer. Il faudra des budgets. Il y a des travaux à faire pour l'évacuation des eaux à la mer, améliorer les systèmes ou revenir à l'entretien qui n'a plus été fait depuis très longtemps. Il faudra des budgets. C'est sûr que là, il y a des budgets assez conséquents. C'est pas vraiment un petit sujet. Les sujets à plusieurs millions d'euros, Il faut qu'on montre que les ouvrages sont rentables. Alors... Christelle Alexandre, directrice du syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Boulonnais. Ça compare les dégâts évités par rapport au coût des ouvrages et au coût de l'entretien. Vous n'avez pas du tout l'aspect psychologie qui rentre en compte. Hein. Donc c'est quand même très économique. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que nos ouvrages arriveront à baisser la ligne d'eau. Du coup, les dégâts sont moindres. Et c'est pour ça qu'on a été éligible et qu'on peut les faire aujourd'hui, ces ouvrages. Et qu'on a le financement de l'État qui va avec. Mais ça suffit pas, on le sait. C'est pour ça qu'à côté, on a le dispositif qu'on démarre d'accompagnement des gens pour que leur bâtiment soit plus résilient. Nous, on est financé par le biais de nos EPCI pour réaliser les travaux, les études qui sont nécessaires, et c'est ce qu'on appelle la taxe Gemapi. Frédéric Barbet, directrice adjointe de l'institution intercommunale des Wateringues. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc les EPCI, donc comité de communes, comité d'agglomération, elles lèvent la taxe Gemapi et ensuite elles nous en reversent une partie pour justement mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour faire de la gestion de l'eau et de la protection des inondations. Parce qu'aujourd'hui, on a récupéré des compétences supplémentaires pour les mettre en œuvre, on ne peut pas tout donner à une seule personne. Donc c'est vrai que ça se structure, on a recruté en conséquence, mais il faut encore aussi investir sur ce point de vue-là. Ouais. Outre la question de l'argent, il y a la question des compétences, de leur répartition et de l'inertie que cela peut provoquer sur le terrain. Là, avec les inondations, l'État a repris la main et VNF va devoir faire des travaux. VNF, les voies navigables de France. Vous voyez, est-ce qu'il faut attendre des événements malheureux pour... c'est là que l'équation elle est compliquée, quoi. Dans le cadre de la campagne d'éducation des Shadocks que nous avions promue au début de notre feuilleton, nous allons assister aujourd'hui au premier cours du professeur Shadok. Alors les jeunes avec lesquels je travaille, moi, ne sont pas forcément très sensibilisés à cette thématique-là. Et je m'aperçois qu'ils sont aussi beaucoup coupés de la nature, en fait. La faune, la flore qui peut les entourer, c'est quelque chose qu'ils ignorent totalement, en fait. Donc après, du coup, c'est assez difficile de protéger quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est une éducation, ça c'est tout petit qu'il faut faire ça. Les enfants, ce sont les meilleurs ambassadeurs pour rappeler aux parents, attention. Moi, je trouve qu'on est une génération où on a été, en tout cas, éduqué par ce désastre climatique qui est en cours. Mais voilà, nous aussi, je pense qu'on a notre épingle à tirer. L'institution intercommunale des Wateringues, aujourd'hui, on a cette obligation et ce devoir, en tout cas pour nous, de partager la communication et de sensibiliser les gens sur le territoire dans lequel ils vivent. Puisqu'aujourd'hui, vous avez quand même des gens qui ne sont pas au courant qu'ils vivent dans un polder, qui ne savent pas ce que c'est un polder. Donc il faut commencer par là, leur expliquer en quoi ça consiste et quels risques sont liés aussi ces habitants qui vivent dans un polder sous le niveau de la mer. Nous, on essaye aussi de sensibiliser les élus. Émilie Lacour, responsable de la mission agriculture durable au parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. Et la question derrière aussi, c'est qu'ils puissent à la fois prendre conscience de l'importance de ces pratiques de conservation des sols et que ça concerne tout le monde. Voilà, que c'est vraiment un enjeu qui concerne tout le monde. Qu'ils puissent aussi comprendre que parfois, à la fois nous, on incite les agriculteurs à y aller de plus en plus et effectivement, on aimerait bien qu'il y en ait plus, mais qu'ils puissent aussi prendre conscience que c'est un sujet qui est quand même très technique et pas forcément facile aussi pour les agriculteurs. Donc,
C'est important que la collectivité puisse s'appuyer sur ce qui est fait en termes d'animation. Et ça, c'est vraiment important. Elisabeth Fro, responsable environnement à la communauté de communes Pays d'Opale. On s'appuie sur d'autres partenaires comme le Conservatoire des espaces naturels ou Eden 62 sur la partie compréhension, biodiversité. Il y a des animations qui ont été réalisées pour les écoles. On essaye de faire de la pédagogie quand on peut à travers des actions. Ludovic Barou, élu à la ville d'Ardres, enseignant et presseur de pommes. Alors le frein, ça peut être la difficulté de mobiliser les gens, d'ouvrir vraiment au grand public. Et la contrainte pour les gens, je pense que c'est aussi souvent le temps, trouver le bon créneau pour proposer quelque chose. C'est assez compliqué. Se sensibiliser, c'est aussi aller vers l'autre, comprendre ses enjeux pour mieux coopérer. En fait, il y a aussi un enjeu ici comme ailleurs de rencontres entre agriculteurs et habitants pour que chacun puisse aussi prendre conscience des problématiques, des préoccupations de chacun et éviter incompréhension, blocage et conflits qu'il peut y avoir sur cette question-là. Les lieux de sociabilité aussi peuvent aider à créer du lien et à faire se rencontrer les gens. L'endroit où a été planté le verger, en fait, fait aussi un peu le lien entre les générations, puisqu'il est situé entre les écoles et les lotissements des sources où résident des personnes âgées. Donc l'idée, c'est aussi de créer du lien entre les gens. Communiquer sur les projets à impact et montrer que ça fonctionne, ça aussi, ça marche. Ce qui marche assez bien, c'est le retour d'expérience. Donc voir ce qui se fait ailleurs et voir que ça marche ailleurs, que c'est des questions qui ont déjà été soulevées ailleurs. Ça n'a pas forcément un caractère super innovant, mais de se les réapproprier et de le réinsérer, ça c'est ce qu'il y a de plus important. Mais le retour d'expérience, oui, ça c'est assez parlant. La communication est importante, je pense. Bruno Demilly, maire de Campagne-les-Guines, vice-président environnement à la communauté de communes Pays d'Opale. Il faut que ce soit bien fait. Et vous le savez mieux que moi, c'est compliqué de faire de la communication, c'est hyper compliqué. Il faut essayer de trouver les petits points sensibles pour marquer l'esprit des gens, quoi. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, là, on a eu des inondations importantes pendant plusieurs mois. Dès qu'il fait beau, 90% des gens ont oublié. Pas ceux qui ont eu les pieds mouillés, mais les autres, on est dans un monde où c'est un peu chacun pour soi, quoi. Donc c'est ça qu'il faut essayer de faire changer, quoi. Sensibiliser, faire se rencontrer, expliquer encore et encore, c'est aussi ça le nerf de la guerre. Et puis, ça permet de mobiliser les imaginaires. Et ça aussi, c'est très utile pour s'adapter au changement climatique. Mais pourquoi d'ailleurs ? Parce que ça permet de se projeter dans le futur en se demandant, au regard de la situation actuelle, voilà ce que je pressens, mais surtout, voilà ce que je souhaite pour après. Et quand on a fait ce cheminement intérieur, c'est beaucoup plus facile de se mobiliser. Et puis aussi, ça permet de proposer d'autres imaginaires au monde post-apocalyptique vu et revu, où règne le chacun pour soi, et qui sont bien plus souvent le reflet de nos sociétés actuelles que de ce qu'elles pourraient devenir. Moi, à mon niveau, je pense que ce qui s'est fait justement ce soir, la vision artistique, la mise en récit, moi, c'est ma façon à moi aussi de contribuer. Je fais de la photographie aussi pour développer le rapport sensible à la nature et voilà, et je trouve que d'y remettre la sensibilité, la poésie, de retrouver ce lien avec les espaces naturels peut nous aider à prendre conscience des transformations des paysages, à prendre conscience et nous donner envie de faire des choses concrètes pour les protéger. Et alors, vous voyez les choses comment après ? Alors notre Pays d'Opale, je l'imagine toujours aussi vert. J'espère qu'il le restera et que ça va encore s'amplifier. Donc on fera tout en tous les cas pour maintenir cette verdure, cette biodiversité, cette cohérence de territoire et puis aussi l'entraide qui y règne et voilà la réflexion commune qu'on peut y mener est constructive.
qui m'intéresserait énormément, ce serait de pouvoir créer une forme de démocratie participative sur le problème de l'environnement. J'aimerais qu'on puisse, à l'échelle d'un village ou d'un quartier, si on parle de bourgs comme Guinouard, mais aller à une échelle relativement réduite, qu'on puisse se réunir pour savoir ce qu'on peut faire. Alors, à mon avis, on ne sera jamais adapté au changement climatique. Il faudra qu'on fasse des choses pour limiter les inconvénients. Les inconvénients que ce changement climatique va générer. Alors, un territoire adapté au changement climatique, c'est un territoire où je pense qu'il faut que les habitants se mobilisent justement pour réussir cette transition. Et individuellement et collectivement se mettre en marche pour réussir ce changement. Il est temps de clore cet épisode. Nous l'avons vu, le changement climatique et ses effets délétères sont déjà là en Pays d'Opale. Et pas qu'un peu sur ce territoire aux avant-postes. Pour s'adapter, les défis et les obstacles sont nombreux. Et franchement, ça donne le tournis. Pourtant, les solutions existent bel et bien. Mieux encore, elles sont déjà en action et font déjà leurs preuves, dans le réel. Si. Et encore mieux encore, les lignes bougent et les mentalités changent, et cela bien plus rapidement qu'on ne le pense. Finalement, le grand chantier de l'adaptation, c'est peut-être l'occasion pour nous de nous ouvrir au monde qui nous entoure, d'aller vers l'autre et d'unir nos forces. Moi en tout cas, qui ai écouté et découpé tous ces témoignages pendant des heures pour réaliser l'épisode, j'ai envie de prendre ces gens dans mes bras et de fraterniser avec eux. Pas vous ? D'ailleurs, laissons-leur le mot de la fin aux habitants. Quel serait votre cri du cœur en rapport avec tout ça ? Ce sera quoi ton cri du cœur, toi ? Bah, si tout le monde fait peu de chacun pour soi, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Si tout le monde fait peu, bah, y aura un gros changement. C'est comme, je sais plus, le petit oiseau là qui va... Le petit geste du colibri à faire par milliers serait déjà pas mal. Chercher l'eau pour éteindre le feu, ouais. Qui va prendre goutte par goutte. Oui, si tout le monde met un peu de son grain de sel, on peut réussir. Voilà. C'était le premier épisode d'Archipel à l'écoute des territoires en Pays d'Opale. Un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté de donner de leur temps et de répondre à nos questions indiscrètes. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode qui aura lieu sur le territoire du Beauvaisis dans l'Oise. À bientôt dans Archipel à l'écoute des territoires, le podcast du CERD, Centre de ressources du développement durable des Hauts-de-France, réalisé par Alaphonie.